Imaginez un char dans lequel le soldat doit se déplacer accroupi comme un canard pendant tout le combat, essayant simultanément de piloter la machine et de tirer sur l'ennemi avec des mitrailleuses. Cela ressemble à une blague. C'était la réalité du mini-char italien MI-AS de l'année 1935. À l'intérieur de cette boîte en métal, il n'y avait pas de place pour s'asseoir. Absolument aucune. L'opérateur devait rester en équilibre sur ses jambes mi-fléchies pendant chaque minute de la bataille, actionnant en même temps les leviers de commande et l'armement. Les ingénieurs italiens ont créé une machine si absurde que même leur propre armée a refusé de l'adopter. C'est l'histoire du char le plus ridicule de l'histoire militaire, qui est devenu la honte de la pensée technique italienne et un exemple parfait de la façon dont les ambitions peuvent se transformer en une catastrophe totale. Le milieu des années 30 du XXe siècle était une période de fièvre de l'armement en Italie. Le gouvernement fasciste de Mussolini pompait d'énormes sommes d'argent dans l'industrie de l'armement, rêvant de transformer le pays en une puissance militaire. Chaque entreprise a eu la chance de montrer ce dont elle était capable. Le groupe Ansaldo de Gênes, un géant de la métallurgie fondé en 1853, jouissait d'un prestige particulier. Pendant la Grande Guerre, l'entreprise s'est agrandie pour atteindre 80 000 employés et produisait des canons jour et nuit. La valeur de la société a bondi de 30 millions de lire à 500 millions. Puis vint le krach. Les commandes militaires se sont taries comme une source dans le désert. Les années 20 ont été une lutte pour la survie, un équilibre au bord de la faillite. Ce n'est que le retour du militarisme qui a donné à l'entreprise une seconde vie. En l'an 1935, le nouveau directeur Agostino Rocca a décidé de faire sensation. Les ingénieurs d'Ansaldo ont reçu la mission de créer quelque chose de révolutionnaire pour l'infanterie. Les souvenirs des assauts sanglants de la Grande Guerre étaient encore vifs dans la mémoire des généraux. Les soldats mouraient par centaines en essayant de traverser le No Man's Land sous une grêle de balles de mitrailleuses. Un bouclier blindé était nécessaire pour protéger les attaquants. Cela semblait sensé, mais la réalisation a dépassé les attentes les plus folles en direction de l'absurde. C'est ainsi qu'est né le projet MIAS, acronyme de Motomitragliatrice Blindata d'Assalto, c'est-à-dire véhicule d'assaut blindé, motorisé avec mitrailleuse. Le concept prévoyait une petite machine à chenilles blindée qui pourrait avancer devant l'infanterie et la couvrir de son feu. En théorie, pas mal. En pratique, les ingénieurs d'Ansaldo ont créé un monstre technique qui ressemblait à une boîte métallique sur chenilles avec des mitrailleuses collées dessus. Les dimensions étaient microscopiques. L'intérieur a été conçu pour un seul homme en position penchée. Ne vous méprenez pas, pas assise. Penchée. Aucun siège n'était prévu. Le soldat devait rester à l'intérieur tout le temps sur ses jambes pliées, comme s'il faisait des squats sans fin à la salle de sport. La justification des concepteurs sonnait fièrement. La machine doit être aussi basse que possible pour constituer une cible minimale pour l'ennemi. Malheureusement, ils ont oublié de demander aux soldats s'ils voulaient y passer la bataille en position accroupie. Après quelques minutes d'un tel équilibre, les jambes s'engourdissent, les muscles protestent, la coordination s'effondre. L'opérateur devait simultanément actionner les leviers de direction, regarder à travers d'étroites fentes d'observation et essayer de viser avec l'arme. C'était physiquement impossible à maintenir plus d'un quart d'heure sans épuisement total. Le blindage devait protéger contre les balles Mauser de calibre 7,92 mm avec noyau en acier que les Allemands utilisaient pendant la Grande Guerre. La plaque avant était la plus épaisse, les côtés plus minces, n'assurant une protection que contre les balles italiennes de 6,5 mm. Sur le toit se trouvait une section pliable que l'on pouvait relever comme protection supplémentaire. Génial, non ? Sauf que l'arrière du véhicule n'avait pas de blindage du tout. Absolument pas. Les jambes du soldat dépassaient vers l'extérieur à partir des chevilles, comme celles d'une tortue. Tout adversaire venant de l'arrière ou du côté pouvait impunément fusiller l'opérateur, qui était totalement découvert.
Un seul tir dans la jambe mettait toute la machine hors de combat. La propulsion est un chapitre à part de l'absurdité. Un moteur à essence monocylindre Ferreira d'une cylindrée de 250 cm3, normalement utilisé dans les motos. 5 chevaux à 3000 tours par minute. La société Ferreira de Tradat, près de Milan, produisait des motos de course, mais elle a déclaré faillite dès l'an 1933. 3 ans plus tard, elle fermait ses portes pour toujours. Le moteur assurait une vitesse maximale de 5 km/h en marche avant et 2 km/h en marche arrière. C'est l'allure d'un vieux monsieur se promenant dans un parc. L'adversaire avait tout le temps pour viser calmement et fusiller méthodiquement cette boîte rampante. L'armement se composait de 2 mitrailleuses Scotty de calibre 6,5 mm, produites par Isotta Fraschini, fixées rigidement dans la plaque blindée avant. Elle ne pouvait en bouger que dans un secteur limité, 24 degrés à la verticale et 10 degrés à l'horizontale de chaque côté. Si l'ennemi apparaissait sur le côté, l'opérateur devait faire pivoter tout le char à l'aide d'un système primitif de tension des chenilles. À cette vitesse, et avec la nécessité de rester en équilibre sur les genoux, la manœuvre prenait une éternité. Il existait aussi une version Moras, avec un mortier à tir rapide, Brescia, de 45 mm, au lieu des mitrailleuses. Ce système bizarre utilisait un chargeur de cartouches à blanc pour tirer des mines chargées individuellement. L'angle d'élévation de 82 degrés permettait un tir plongeant, mais seulement 5 degrés de chaque côté à l'horizontale. Théoriquement, il devait détruire les positions ennemies. Pratiquement, il était inutile. Lorsque les prototypes furent prêts, le jour de vérité arriva. Une commission militaire devait évaluer le génie des ingénieurs d'Ansaldo. Le brevet du 13 juin 1934 était attribué à Bongiovanni, Muri et Bassino. Sur les dessins techniques, le véhicule était désigné comme AB13, abréviation d'Autoblindo, c'est-à-dire véhicule blindé. Le nombre 13 pouvait signifier la 13e année du régime fasciste. Les premiers tests ont révélé une catastrophe. Après quelques minutes à l'intérieur, les soldats avaient les jambes en coton. La coordination des mouvements partait au diable. La vitesse de 5 km/h était risible. N'importe qui pouvait rattraper ce char en courant normalement. L'artillerie recevait une cible idéale pour l'entraînement au tir. L'infanterie pouvait s'approcher tranquillement et jeter des grenades par la partie arrière ouverte. L'absence de blindage arrière transformait la machine en un cercueil d'acier. Le monde, au milieu des années 30, était déjà passé à la doctrine de la guerre mobile. Les chars devaient être rapides, maniables, capables de percées profondes et d'encerclement. Le Blitzkrieg était juste au coin de la rue, et les ingénieurs italiens ont créé un bouclier rampant, lentement, digne de la guerre des tranchées d'il y a 20 ans. Le MIAS était un anachronisme vivant, une relique d'une époque révolue. La commission militaire a rendu un verdict impitoyable et unanime, absolument inutilisable. Aucune commande. Projet terminé. La société Ansaldo a subi un échec cuisant avec une machine qui devait être son triomphe. Au printemps de l'an 1936, sur le terrain d'essai d'Ansaldo, s'est déroulé un spectacle qui est entré dans l'histoire comme l'une des démonstrations d'équipement militaire les plus embarrassantes. Généraux et officiers s'assirent dans les tribunes, attendant la démonstration de la machine révolutionnaire. Les ingénieurs, sûrs d'eux, présentaient leur œuvre. Le premier opérateur grimpa à l'intérieur du prototype MIAS, et immédiatement son visage se tordit en une grimace. La position accroupie s'avéra encore pire que sur le papier. Les genoux s'enfonçaient dans les parois métalliques, le dos courbé en un arc non naturel, les mains atteignaient à peine les leviers de commande. Après seulement 3 minutes, le soldat commença à transpirer, sa respiration devint superficielle et rapide. La machine démarra avec le bruyant vrombissement d'une moto. Les observateurs regardaient avec incrédulité. Le char rampait sur la place comme un escargot blessé, laissant derrière lui des traînées de gaz d'échappement. Un enfant à vélo aurait pu le dépasser sans peine.
Un officier d'artillerie commenta bruyamment que ces canons auraient plus de problèmes à toucher une pierre immobile que ce véhicule. L'opérateur essayait de manœuvrer, mais chaque virage demandait un effort énorme. La tension des chenilles se réglait manuellement, et en position accroupie, chaque mouvement était une torture. Après 10 minutes de conduite, le soldat sortit de la machine pâle, se tenant les hanches. Ses jambes étaient raides comme des bûches. Les muscles de ses mollets tremblaient spasmodiquement. Le test suivant vérifiait l'armement. Les fusils Scotty avaient théoriquement une excellente réputation. Alfredo Scotty avait développé à la fin des années 20 un système automatique avec un mécanisme de recul retardé, produit par la société suisse Oerlikon et l'italienne Isotta Fraschini. Cette dernière entreprise était un géant de l'automobile, fabriquant des voitures de luxe et des moteurs d'avion. L'arme fonctionnait sans faille dans des conditions normales. Le problème résidait dans le fait que l'opérateur devait viser en équilibre sur ses genoux. Chaque tremblement des jambes se transmettait à tout le corps. Les canons dansaient comme au vent. La précision était risible. D'une distance de 100 mètres, le soldat toucha à peine une cible de la taille d'une grange. L'angle de tir limité, à 10 degrés de chaque côté, faisait que chaque mouvement de la cible obligeait à faire pivoter laborieusement tout le véhicule. Le général Umberto Balocco, inspecteur des troupes blindées, demanda une démonstration de manœuvre de combat. L'opérateur devait simuler une attaque sur une position fortifiée ennemie, située 300 mètres plus loin. Le char s'élança avec la détermination d'un escargot sous somnifère. Les observateurs vérifièrent leurs montres. Après 15 minutes, le MIAS n'avait parcouru que 200 mètres. Dans une vraie bataille, l'artillerie aurait eu le temps de boire un café, d'ajuster les canons et de désintégrer tranquillement cette boîte en atomes. L'infanterie aurait pu faire la queue pour jeter des grenades tour à tour. Un officier déclara qu'il suffirait d'envoyer un groupe de soldats avec une bâche pour simplement recouvrir ce char et clore l'affaire. On testa également la version Maurras avec le mortier Brescia. Cet armement était encore plus bizarre que les mitrailleuses. Le mortier développé en l'an 1932 par la société Tempini utilisait un système singulier. Un chargeur de cartouches à blanc propulsait des mines de 45 mm chargées individuellement. Une conception antérieure avait même un chargeur pour 5 mines avec rechargement manuel. L'angle d'élévation de 82 degrés permettait un tir très vertical, mais seulement 5 degrés sur les côtés. L'opérateur devait positionner toute la machine avant chaque tir. L'obus explosif, modèle M35, quittait le canon à une vitesse de 83 mètres par seconde. La cadence de tir était d'un coup toutes les 2 secondes. Cela semblait pas mal, mais en pratique, toucher quoi que ce soit relevait presque du miracle. Lors des tests, l'opérateur du Maurras essaya de frapper un nid de mitrailleuse simulé. La première mine vola 20 mètres à côté de la cible. La deuxième atterrit 30 mètres derrière. La troisième quelque part sur le côté. Après 10 tentatives, le soldat toucha une fois à proximité de la cible. Ses jambes tremblaient tellement à cause de la position accroupie que viser ressemblait à une tentative de toucher une tête d'épingle avec une aiguille pendant un tremblement de terre. Les 50 mines, constituant la réserve de munitions, auraient suffi peut-être pour 5 coups au but avec un peu de chance. Les officiers secouèrent la tête avec incrédulité. Le pire moment survint lors du test de résistance au tir. On plaça le prototype MIAS de côté par rapport au poste de tir et on ordonna à un groupe de soldats d'ouvrir le feu avec des fusils utilisant la cartouche italienne standard de calibre 6,5 mm. Le blindage latéral résista sans problème. Ensuite, on ordonna de tirer par derrière. Les premières balles traversèrent la partie arrière ouverte comme un couteau dans du beurre. S'il y avait eu un opérateur à l'intérieur, son dos se serait transformé en passoire. Ensuite, le tireur visa plus bas. Les balles touchèrent les jambes dépassantes du mannequin placé dans le véhicule. Les pieds furent littéralement déchiquetés. Le général Balocco se leva de son siège et quitta le terrain d'essai sans un mot. Son silence en disait plus que 1000 rapports.
Les ingénieurs d'Ansaldo tentèrent de sauver la situation avec des arguments désespérés. Ils affirmaient que le char était destiné exclusivement à l'attaque frontale, donc la protection arrière n'était pas nécessaire. Un des officiers demanda ce qui se passerait si l'ennemi attaquait par le flanc ou si la machine devait se replier. Silence. Ils expliquaient que la silhouette basse rendait le véhicule une cible difficile. Quelqu'un remarqua qu'une cible se déplaçant à la vitesse d'un grand-père en promenade est la cible la plus facile pour tout tireur d'élite. Il soulignait l'économie de carburant grâce aux moteurs de moto. L'officier de logistique déclara que l'essence économisée ne servirait à rien si le char arrivait sur le champ de bataille un jour après la fin des combats. L'entreprise essaya encore une astuce. Ils proposèrent une modification avec la possibilité de monter un petit siège pliable. Le prototype avec cette amélioration était encore pire. Le siège prenait tellement de place que l'opérateur ne pouvait pas bouger ses bras normalement. Les leviers de commande se trouvaient maintenant derrière son dos. Pour tourner, le soldat devait se contorsionner de manière absurde, comme s'il essayait de se gratter le dos simultanément à 3 endroits. Après 5 minutes de cette gymnastique, le testeur abandonna les larmes aux yeux. Les comparaisons avec d'autres chars de l'époque étaient accablantes. Le Renault FT-17 français, conçu encore pendant la Grande Guerre, atteignait une vitesse de 7 km/h et avait une cabine normale pour 2 personnes avec des sièges. Le Vickers 6 tonnes britannique atteignait 15 km/h, possédait un équipage de 3 personnes et une véritable tourelle rotative. Même les chenillettes italiennes CV-33, bien que petites et faiblement armées, pouvaient y rouler à 42 km/h et avaient au moins un peu de sens pour la reconnaissance. Le MIAS était plus lent que l'infanterie, plus faible qu'une chenillette et plus inconfortable que les casemates de la Grande Guerre. La comparaison avec le développement des doctrines blindées dans d'autres pays était particulièrement douloureuse. En Union soviétique, on produisait déjà des milliers de chars T-26 avec un canon de 45 mm et une vitesse de 30 km/h. Les Allemands testèrent le Panzer III avec un canon de 37 mm. Les Français avaient le Saumua S-35 avec un blindage de 40 mm et un canon de 47 mm. Et l'Italie offrait à son armée une boîte en métal avec un moteur de moto dans laquelle le soldat devait combattre à genoux. La documentation technique du MIAS contenait encore une perle. Le manuel d'utilisation recommandait expressément à l'opérateur d'effectuer un échauffement avant d'entrer dans le véhicule. On suggérait des exercices d'étirement des jambes et des exercices de renforcement des muscles des cuisses, comme si le char était une machine de fitness et non une arme de combat. Dans l'un des rapports de test, un officier écrivit malicieusement que l'armée pourrait envoyer au front des gymnastes au lieu de soldats, puisque telle est la spécification de l'équipement. Le coût de production d'un seul MIAS était égal au prix de 10 motos militaires ou 2 véhicules tout-terrain. Pour cet argent, l'armée pouvait obtenir un équipement réellement utile. Les motos assuraient la communication et un déplacement rapide. Les voitures transportaient des soldats, du ravitaillement, des armes. Le MIAS ne faisait rien d'autre que transformer l'opérateur en un infirme aux jambes raides. Vers la fin des tests, l'un des soldats s'évanouit à l'intérieur du véhicule. La combinaison de l'effort physique avec l'équilibre, l'étroitesse, le manque de ventilation et le stress s'avéra trop lourde. Lorsqu'on le sortit, son uniforme était trempé de sueur, ses jambes refusaient d'obéir. Le médecin militaire déclara qu'une exploitation prolongée d'une telle machine pourrait causer des dommages permanents aux articulations des genoux et à la colonne vertébrale. Ce fut le dernier clou au cercueil du projet. La commission militaire rendit son verdict officiel en mai 1936. Le document comptait à peine 3 pages, mais chaque phrase était comme un coup de marteau. Le MIAS et le MORAS furent jugés totalement inaptes au service de combat. L'impossibilité pour l'opérateur d'adopter une position normale disqualifiait la construction dès la base. Vitesse insuffisante même pour des actions auxiliaires. Armement avec des angles de tir absurdement limités. Absence de protection arrière impardonnable.
Zéro commande. Zéro intérêt. Projet fermé pour toujours. Pour la société Ansaldo, ce fut une défaite douloureuse. L'investissement dans le développement, les prototypes, les tests fut vain. Mais le vrai drame se jouait ailleurs. L'armée italienne au milieu des années 30 avait des forces blindées à un niveau embarrassant. La base était constituée de dizaines de vieux chars Fiat 3000 qui étaient des copies du Renault FT français de l'époque de la Grande Guerre. Des machines des années 20, lentes, maladroites, avec un canon de 7 mm ou une mitrailleuse. À cela s'ajoutaient des centaines de chenillettes CV 33 et 35, basées sur le Carden Loyd britannique. De petits véhicules avec à peine une mitrailleuse, pratiquement sans blindage, vulnérables à tout. À l'automne de l'an 1935, l'Italie attaqua l'Éthiopie. Mussolini rêvait d'un empire colonial, de la reconstruction de la puissance romaine. La guerre devait être une promenade. Les Éthiopiens disposaient d'armes du XIXe siècle, du pouvoir des chefs de tribu, d'un chaos organisationnel complet. Mais il s'avéra rapidement que les chenillettes italiennes étaient une blague. L'infanterie éthiopienne attaquait les véhicules sans peur, se jetait sur eux avec des lances et des épées. Dans quelques affrontements, les guerriers plantèrent des lances directement dans les chenilles ou les fentes d'observation. Un rapport décrivait une situation où un groupe de cavaliers rattrapa une chenillette et jeta simplement l'opérateur à terre, ouvrant l'écoutille par la force. Un char, capable de combattre seulement un adversaire du XIXe siècle, était inutile dans une guerre moderne. Le véritable choc survint en Espagne. À l'automne de l'an 1936, l'Italie envoya ses forces blindées soutenir les franquistes dans la guerre civile. Le corps Corpo Truppe Volontari reçut des chenillettes CV-35 et quelques vieux Fiat 3000. Les républicains reçurent de l'Union soviétique des chars T-26. Ces machines soviétiques avaient un canon de 45 mm, une vitesse de 30 km/h, un blindage de 15 mm. Les chenillettes italiennes, avec des mitrailleuses, ne pouvaient absolument rien leur faire. En mars 1937 eut lieu la bataille de Guadalajara. Le corps expéditionnaire italien, avec 40 000 hommes, attaqua les positions républicaines. Les républicains lancèrent en contre-attaque un bataillon mécanisé avec des chars T-26. Le massacre fut total. Les chars soviétiques fonçaient droit sur les chenillettes italiennes et les déchiquetaient avec leurs canons de 45 mm comme des boîtes en papier. Les soldats italiens essayaient de fuir des machines en feu, mais les chars soviétiques étaient plus rapides. En une seule journée, 25 véhicules italiens furent détruits. Les opérateurs mouraient dans le feu ou se vidèrent de leur sang dans les cabines écrasées. Le commandement italien paniqua. On commença désespérément à demander aux Allemands des livraisons d'armes anti-chars. On envisagea même d'envoyer en Espagne de vieux Fiat 3000 avec un petit canon de 37 mm, bien que ces véhicules fussent mortellement lents et bougeassent à peine. Les généraux comprirent enfin que l'Italie n'avait pas de chars capables de combattre un adversaire moderne. Les chenillettes étaient des jouets. Les vieux Fiat étaient de la ferraille de musée. Et le tout dernier projet d'Ansaldo, ce génial Mias, s'avéra encore pire que tout. C'est justement pourquoi, en janvier 1935, parallèlement aux travaux sur le Mias, l'armée passa une deuxième commande à Ansaldo. Il fallait un vrai char de montagne, capable d'opérer dans les Alpes. La limitation de la masse à 8 ou 9 tonnes résultait de la résistance des ponts dans les régions montagneuses. Le projet fut nommé Carro di Rottura 10 tonnellate, char de rupture 10 tonnes. En mai 1936, il fut établi que tous les chars d'infanterie moyens et lourds porteraient le nom de Carro di Rottura. À la fin de l'année, le premier prototype était prêt. Cette machine, qui deviendra plus tard connue sous le nom de M1139, était l'opposé absolu du Mias. Une construction normale, 3 hommes d'équipage, des sièges pour chacun, une vraie protection blindée.
Le premier prototype du nouveau char fut présenté fin 1936. La différence entre lui et le MIAS était comme entre un avion et une brouette. La machine avait une configuration traditionnelle avec un compartiment de combat, un compartiment moteur et un compartiment conducteur. 3 hommes d'équipage étaient assis confortablement sur des sièges normaux. Ils n'avaient pas à balancer sur les genoux comme des artistes de cirque. L'armement était constitué d'un canon Vickers-Terny de 37 mm d'une longueur de 40 calibres, monté dans la partie avant-saillante du châssis. Dans la tourelle polygonale furent placées 2 mitrailleuses Scotty de calibre 6,5 mm. Ces mêmes mitrailleuses, qui dans le MIAS étaient pratiquement inutiles, pouvaient enfin montrer ici leur vraie capacité. La construction du char était fortement inspirée du Vickers 6 tonnes britannique, ce qui était particulièrement visible dans la suspension et le système de roues porteuses. Les ingénieurs italiens introduisirent cependant leurs propres améliorations. Le placement des réducteurs finaux à l'intérieur des roues motrices avant élimina le besoin de carters agrandis pour la transmission principale dans le blindage avant. C'était une solution intelligente qui montrait qu'Ansaldo savait concevoir de manière sensée lorsqu'elle ne tombait pas dans l'obsession de créer des boucliers motorisés pour acrobates. Initialement, le prototype était propulsé par le même moteur à essence, 6 cylindres de 85 chevaux du camion Fiat 634N, utilisé dans l'Ansaldo 9 tonnes. Plus tard, il fut remplacé par un diesel plus puissant, Fiat SP à 8 tonnes, d'une puissance de 105 chevaux. La différence était colossale. Au lieu de 5 km par heure, comme dans le MIAS, le nouveau char atteignait 32 km par heure. Il pouvait effectivement participer à des opérations mobiles, soutenir l'infanterie, manœuvrer sur le champ de bataille. Ce n'était pas un escargot somnolent attendant d'être fusillé. Les mitrailleuses Scotty furent plus tard remplacées par des Breda M38, plus modernes, de calibre 8 mm. La tourelle polygonale fut changée en une tourelle ronde. Des périscopes furent ajoutés sur le toit. Jusqu'en 1938, la tourelle devint entièrement rivetée au lieu d'une construction soudée. Le 11 janvier 1938, l'armée passa commande de 100 exemplaires sous le nom officiel M11, où le chiffre signifiait la masse de 11 tonnes. La production avançait cependant terriblement lentement. Ansaldo manquait de matériaux, de composants, d'ouvriers qualifiés. L'entreprise sortait à peine 9 chars par mois. Pour terminer la commande, il fallut même démonter les canons de 37 mm des vieux Fiat 3000 M30. En octobre 1939, à peine 22 chars étaient terminés. Les dernières machines arrivèrent à l'armée seulement en mai 1940. À ce moment-là, le projet était déjà obsolète, car l'armée passait à la version améliorée M1340, avec un canon de 47 mm, monté dans une tourelle rotative au lieu du châssis. Malgré tous ses défauts, le M1139 était un pas de géant en avant par rapport au projet idiot du MIAS. Il montrait que les ingénieurs italiens étaient capables de créer une technique blindée décente lorsqu'ils respectaient le bon sens et les tendances mondiales dans la construction de chars. Ils n'essaient pas de réinventer la roue. Ils ne forcent pas les soldats à une acrobatie physique pendant le combat. Qu'est-il arrivé aux prototypes MIAS et Moras? Presque aucun document officiel n'a été conservé. On sait seulement qu'aucune machine n'est parvenue aux troupes, même à des fins de formation ou expérimentales. Très probablement, les 2 prototypes ont été démontés à l'usine Ansaldo de Gênes. Les composants ont été soit fondus, soit utilisés dans d'autres projets de l'entreprise. Les mitrailleuses Scotty et le mortier Brescia, retirés des prototypes, eurent un sort bien plus heureux. Ces systèmes d'armes servirent l'armée italienne pendant toute la Seconde Guerre mondiale, dans divers rôles, de la défense anti-aérienne au soutien de l'infanterie. La société Ansaldo préféra oublier sa gaffe. Dans les documents promotionnels, le MIAS ne fut jamais mentionné. Dans l'histoire officielle du groupe, le projet n'existait tout simplement pas.
C'était un souvenir trop humiliant, une défaite trop douloureuse pour en parler publiquement. Les ingénieurs qui avaient travaillé sur cette construction passèrent dans d'autres services ou quittèrent l'entreprise. Personne ne voulait être associé à un char dans lequel le soldat devait combattre à genoux. Aujourd'hui, le MIAS et le MORAS restent une curiosité dans l'histoire de la technique blindée. Un rappel de la façon dont des concepteurs ambitieux peuvent créer une construction absolument invivable, en ignorant les réalités de la guerre moderne. Ces boîtes métalliques microscopiques sur chenilles, où l'opérateur devait se déplacer sur des jambes fléchies, se sont inscrites pour toujours dans l'histoire comme l'un des chars les plus absurdes et inutiles que l'homme ait jamais créés. Les chars M1139 entrèrent en service en mai 1940, exactement au moment de l'entrée de l'Italie dans la Seconde Guerre mondiale. 100 machines parvinrent aux unités blindées, mais leur carrière de combat fut courte et peu glorieuse. Le canon monté dans le châssis, au lieu d'une tourelle rotative, s'avéra être une limitation sérieuse au combat. Le char devait pivoter avec tout son corps pour viser l'adversaire, de la même manière que dans le cas du MIAS, sauf qu'au moins, il se déplaçait à une vitesse normale. En Afrique du Nord, le M11 montra rapidement son infériorité face aux chars britanniques. Dès l'année 1941, l'armée commença à retirer ses machines de la première ligne, les remplaçant par les plus récents M1340. Jusqu'à l'an 1942, la plupart des exemplaires survivants servaient uniquement dans des unités de formation ou stationnaient en Italie comme véhicules de réserve. Le projet MIAS a enseigné aux ingénieurs italiens une leçon fondamentale. La technique militaire doit être créée pour les besoins de l'armée et les exigences de la bataille moderne, non par désir de réaliser une idée originale. Le bouclier motorisé, avec un soldat en équilibre sur les genoux, était une absurdité qui est restée pour toujours le symbole de l'ampleur de l'erreur possible dans la conception d'armes. Si cette histoire sur l'un des chars les plus absurdes de l'histoire militaire vous a plu, laissez un like, écrivez dans les commentaires quelle autre technique de guerre vous aimeriez voir sur la chaîne et abonnez-vous absolument pour ne pas manquer les prochains récits fascinants sur les exemples les plus étranges d'armement.